Pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde de cinéma. Le chef-d'œuvre, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora et c'est Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné épisode 8, dernier épisode de ce Festival de Cannes 2017. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine, bah non c'est fini. Et donc c'est le dernier épisode, un épisode bilan. Et je suis en très bonne compagnie parce que je suis avec tous les participants de ce podcast, sauf Daniel Andreev qui nous a quittés, petit ange parti trop vite, et qui est remonté à Paris avant les autres. Mais donc je suis avec Lucille Béland d'Artistic Réseau. Salut. Avec Andy Biquez d'Acreds.fr. Salut. Avec Hugo Alexandre de Calmos et Brain Magazine. Salut David. Avec Anaïs Bordage de Salut. BuzzFeed. Et Arnaud Bordas du Figaro Magazine et un peu de la région PACA qu'on salue une nouvelle fois. Salut David. Alors en fait ça va être vraiment là l'épisode fourre-tout, sachant que quand vous l'écoutez, le jury de Pedro Almodóvar aura peut-être déjà rendu son verdict, donc on va pas partir en pronostic, on va parler de ce que nous on a aimé, de ce que nous on a retenu, les bons moments, quelques mauvais aussi peut-être. Et il y a pas mal de choses dont on n'a pas encore parlé. Alors il y a un certain nombre de titres qu'on a déjà évoqués dans le podcast et qui nous ont plutôt un peu tous enthousiasmés, que ça soit The Square ou 120 battements par minute, Good Time des frères Safdie, évidemment Okja de Bong Joon-ho qu'on a tous beaucoup aimé, et puis aussi Loveless, faute d'amour de Ziaghinev. En fait c'est des films qui nous ont plu sans qu'on soit totalement dithyrambique. Et voilà, alors au moment où on enregistre on ne sait pas encore qui a eu la Palme d'Or, et on n'a pas forcément un film qui se place vraiment au-dessus de tous les autres, et dans le même genre il y a le dernier film de la compétition qui est un film de Lynn Ramsay qui s'appelle You Were Never Really Here, et qu'on est plusieurs à avoir plutôt aimé. C'est un petit thriller très gore et en même temps très stylisé d'1h20, qui a dû être fini à la dernière minute parce qu'il n'a pas de générique, et donc qui est encore en montage. Qui est encore en montage. Peut-être qu'il y aura un peu de changement sur sa sortie salle. Et Andy, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Oui, voilà, c'est vrai que d'ailleurs il devait pas durer 1h20, je crois qu'il était annoncé 1h35, donc elle a dû retravailler un peu, on était surpris de ça. Je suis sorti du film, les deux premières personnes que j'ai croisées en sortant du film m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça absolument épouvantable, et puis au fur et à mesure, en parlant à 5, 10, 15 autres personnes, je me suis rendu compte qu'en fait ça devenait une sorte de coup de cœur de la Croisette. Et donc en fait pour c'est moi très aussi, clivant. Il y a moitié-moitié, moi je dirais. Ah bon, à ce point-là? D'accord. Il y a eu des cris de bravo et des huées. Ouais. Moi j'ai entendu de plus en plus de trucs positifs, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que ça paraît pas si évident à la base quand on parle d'un film d'1h20 qui est voilà, le périple d'une nuit de Joaquin Phoenix avec un marteau qui va défoncer tout le monde façon Taken. Donc a priori à Cannes c'est même moitié-moitié, c'est déjà pas mal. Mais il s'avère que c'est parce que évidemment c'est un film très stylisé comme tu le disais, de Lynn Ramsay qui avait fait Ratcatcher en 99, qui était au Certain Regard. C'est un film d'ailleurs, il y a beaucoup de ponts entre les deux, ce qui est une bonne chose parce que à mes yeux c'était son meilleur film. We Need to Talk About Kevin en 2012 qui était où là elle était arrivée à un point où elle avait fait, où c'était devenu extrêmement chichiteux. Il y en a qui aiment, mais moi je trouvais ça insupportable. Et là encore il y a beaucoup d'affaîtrie, un travail de montage complètement dingue qui peut déranger, mais qui là me semble parfaitement sensé pour vraiment rentrer dans l'esprit du personnage. Les gens ont comparé aussi à Taxi Driver, c'est vrai qu'il y a des liens, il y a même un peu des références. Il y en a à beaucoup d'autres choses d'ailleurs, même Psychose notamment. Et Taxi Driver, c'est vrai que c'était vraiment avec de toute manière, il y avait Scorsese qui essayait vraiment de nous faire rentrer dans l'esprit de Travis Bickle. Là on rentre bien dans l'esprit du personnage de Joe qui doit donc récupérer la fille d'un sénateur qui aurait été kidnappée, qui pourrait devenir un objet d'esclavage sexuel. Et effectivement donc lui c'est un personnage qui reste insondable, et quand on rentre dans son esprit, on se rend compte que son esprit c'est un sacré bordel. Donc elle arrive très bien à le retranscrire. Et il y a son montage, le montage de son monteur, j'ai oublié le nom, mais c'est l'habitué de Herzog depuis au moins une quinzaine d'années.
Et il y a aussi le travail, moi c'est ce qui m'a le plus plu je pense dans le film, de Johnny Greenwood, qui avait déjà fait la musique de We Need to Talk About Kevin, qui a fait les musiques de Paul Thomas Anderson, de tous ses derniers films, ses 3 derniers films, et qui est la tête pensante, peut-être plus encore que Tom York, de Radiohead. On s'en est rendu compte avec le temps. Et quand on le voit, en tout cas lui travailler en solo, on se rend compte que la direction qu'a pris Radiohead depuis une quinzaine d'années, ça vient peut-être de lui. On n'est pas là pour parler de Radiohead, mais bon, si vous n'en êtes pas, on peut continuer. Non, mais en tout cas, Johnny Greenwood, il fait... une composition, il reprend un petit peu ce qu'il avait mis dans There Will Be Blood, avec des travails de percussion très étonnants, et un travail vraiment d'un son très syncopé, des distorsions de son, donc il y a vraiment ce côté un petit peu mental. Il y a par moments, il y a même des utilisations de violon, on a l'impression de retrouver un petit peu Psychose. Il y a aussi, il avait fait Junoon avec Paul Thomas Anderson, qui était un documentaire sur un groupe de Qawwali, sur un style musical qui vient du Pakistan, style Nusrat Fateh Ali Khan, et là aussi on sent qu'il l'a réintégré aussi dans le film. Donc il y a aussi 2 scènes extraordinaires où il y a Joaquin Phoenix qui se balade de pièce en pièce pour essayer de retrouver dans 2 endroits différents la jeune Nina, et il fait un travail de raccord par pièce où on perd jamais le son, enfin on perd le son de la musique, parce qu'en fait la musique est intradiégétique, c'est-à-dire qu'elle est pas sur le film, elle est dans le film, et donc quand le personnage change de pièce, si le temps qu'il change de pièce, on a perdu le son quelques instants et on le rattrape, donc on est vraiment avec lui à 100%. Enfin ça il faut le voir, enfin il faut l'entendre pour le croire, mais c'est assez fort. Donc voilà, du coup moi si j'ai un coup de cœur, peut-être plus encore que le film Good Time que j'avais beaucoup aimé, c'est peut-être la musique de Johnny Greenwood dans ce bon film de Lynn Ramsay. C'est bien spécifique. Alors spécifique aussi un petit peu, c'est Anaïs, tu voulais nous parler des personnages féminins qu'on avait pu voir dans les différents films cette année à Cannes. Vas-y. Oui, j'ai été marquée par quelques personnages féminins, et le premier, donc, c'était le personnage de Mija dans Okja, qui est donc la petite fille qui a grandi avec ce super cochon et qui fait tout pour le récupérer quand il est enlevé au début du film. Et j'ai été vraiment surprise par ce personnage, et je l'ai adorée parce que déjà elle est ultra athlétique. Elle court dans tous les sens, elle escalade, elle se bat contre des mecs qui ont 3 fois son âge et qui font 3 fois sa taille, et elle a l'air d'avoir une force à la fois morale et physique impressionnante. Elle est super badass, quoi. Donc j'ai adoré ce personnage de petite fille, surtout si c'est un film qui va être vu par des jeunes ou des enfants. Je trouve ça très cool. En même temps, c'est une petite fille qui même en prend un peu plein la gueule, quoi. Elle est parfois vraiment violentée par le film et par les situations. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait elle est traitée comme n'importe quel autre personnage de film d'action, quoi. C'est-à-dire que parfois elle prend des coups, tout ça, mais elle en rend aussi énormément. Et elle est juste super cool. Et un autre personnage qui m'a beaucoup marqué, c'est le personnage incarné par Diane Kruger dans In the Fade, qui joue donc une femme allemande qui perd son enfant et son mari dans une explosion. Et ce personnage-là était très très fort, m'a beaucoup marqué. Elle porte tout le film, donc voilà, vraiment super. On est d'accord avec Anaïs, on est complètement sur un potentiel prix d'interprétation. C'est le nôtre, c'est notre prix d'interprétation du cœur. Ouais. Même si elle l'a pas, on y croit, on l'aime. De Diane Kruger, qui joue, je crois, pour la première fois en allemand. Qui interprète Katia, et qui joue tout le film en allemand. Moi, il me semblait que je l'avais déjà entendu jouer en allemand, mais probablement sur des phrases comme ça un petit peu, dans des films où elle devait jouer en anglais. En fait, mais là, oui, elle joue tout le film en allemand. Elle a une énorme profondeur de jeu, et elle porte vraiment le film de Fatih Akin, que moi, personnellement, j'aime beaucoup son travail, que je trouve très puissant, qui est pas formellement parfait, mais qui est toujours avec beaucoup d'âme et beaucoup d'humour et un côté hyper positif, même s'il parle de choses assez profondes, parce qu'en général il parle de ses racines turques, et il fait un cinéma qui est vraiment riche en termes d'influence. Et là, c'est ce film-là, c'est sur cette femme qui est allemande et qui a épousé un homme turc et qui se retrouve confrontée aux néo-nazis aujourd'hui. Et on a vraiment, je trouve, moi personnellement, un film qui n'est pas manichéen, qui est pas juste... qui est assez actuel, parce que les problématiques de les montées d'extrême droite et du néonazisme sont complètement actuelles en Europe aujourd'hui. Et le film parle vraiment de la difficulté de la justice à répondre à cette montée de violence complètement gratuite.
Et je pense que la fin qu'il propose, qui est extrêmement choc, a de quoi étonner, mais qu'il ne faut pas prendre ça pour un conseil. Il faut vraiment prendre ça comme le fait que ce personnage-là, dans ce cas précis, qui est vraiment une battante et qui veut défendre son mari, qui est un battant, qui a fait de la prison, elle ne trouve que ça comme alternative après avoir essayé la justice qui ne fonctionne pas. Et ce qui est super cool, juste par rapport au personnage féminin, c'est que je pense qu'on s'attendrait beaucoup plus à voir la même histoire, mais avec les genres des personnages inversés. Un mari qui prend sa revanche parce qu'il a perdu sa femme et ses enfants. Et en fait, là, c'est super intéressant que ce soit une femme dans un film de revanche, en fait, qui se bat pour des hommes qu'elle a perdus. J'ai trouvé ça assez cool. Voilà. Sachant que c'est un revenge movie qui tarde un peu à être un revenge movie. C'est en gros trois grandes parties. Et puis le film le dit aussi, à l'origine, c'est quand même une mère au foyer. C'est-à-dire qu'on la retrouve en mode un peu commando, à reprendre des drogues, à avoir cette espèce de vie complètement en marge. Et elle dit dans le film à un moment, j'étais la mère de mon fils. Et c'est pas du tout choquant qu'elle ait cette force en elle, quoi. Je précisais ça pour dire qu'il faut pas s'attendre à un film de genre, c'est plus un drame psychologique qui se développe, qui va un peu vers le revenge movie. C'est vrai. Sur les personnages féminins, Lucille, tu nous avais parlé dans le tout premier épisode de I'm Not a Witch, un premier film zambien à la quinzaine des réalisateurs. Du coup, tu l'as vu depuis, j'imagine. Oui, qui était ma grosse attente, et en fait qui est un film donc d'une réalisatrice qui avait fait une quantité pas possible de festivals avec ses courts-métrages, qui a à peu près un ratio de 50% de gagnage de prix sur ses courts-métrages dans les festivals. Du coup, elle était très attendue pour son premier long-métrage. Et moi, je trouve que c'est complètement transformé l'essai. Elle a quelque chose d'extrêmement stylisé. Elle a bossé avec la styliste de Solange Knowles pour faire les costumes. Et les costumes sont magnifiques et assez inoubliables. C'est des costumes un peu particuliers. En gros, il y a des personnages de sorcières africaines dans le film. Et en gros, pour pas qu'elles s'envolent, ils leur mettent des rubans très longs dans le dos. Elles ont des rubans attachés dans le dos et et sur un camion qui les suit partout. Elles ont des sortes de gros perchoirs un peu. Des espèces de trucs à fil, des bobines de fil géantes dans lesquelles sont entourés ces rubans qui les suivent partout et qui volent dans l'air. Il y a des images assez magnifiques. Globalement, la photographie est magnifique, et moi je trouve que le film est porté par une petite fille qui a 8 ans et qu'on accuse d'être une sorcière et qui se retrouve confrontée à cet univers parce qu'elle est un peu rebelle, elle ne parle pas, elle n'a pas de famille, elle a globalement pas de vie, elle commence sa vie à ce moment-là. Et ce petit personnage de gamine qui a un regard hyper fort, qu'on entend parler une fois dans le film à peu de choses près, elle porte une force en elle qui est incroyable et qui révèle dans ses yeux, je trouve, toute l'absurdité totale des croyances des gens. C'est-à-dire que les gens croient à peu près de la merde quand même. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les sorcières qui rendent justice pour trouver les voleurs dans les villages, c'est les sorcières qui font tomber la pluie, et en gros on leur met tout sur le dos si elles n'y arrivent pas. Vous imaginez que ça peut parfois arriver, le fail de faire tomber la pluie en Zambie. Et cette gamine regarde ça avec ce regard qui est à la fois en colère, en interrogation, et qui a un rêve de liberté énorme. Et je trouve que c'est un film hyper porteur parce qu'elle est confrontée à l'absurdité et à la violence. Et en même temps, du coup, on est quand même sur un espoir total sur les jeunes générations. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on n'est pas dans la passivité, quoi. C'est un film très fort en termes de féminisme, je trouve. D'accord, donc I'm Not a Witch. On a vu pas mal de films de fiction, on a aussi vu des documentaires. Et Arnaud, toi, tu as vu un documentaire à la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle Nothing Wood. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Ouais, Nothing Wood de Sonia Kronlund. Donc, c'est un documentaire très intéressant, en particulier et surtout grâce à son sujet. En fait, c'est un documentaire qui nous parle de Salim Shahin, qui est le réalisateur le plus connu, c'est la star du cinéma afghan. Il est réalisateur, il est acteur, il est scénariste, si on peut dire, parce qu'il est analphabète, il ne sait pas écrire ni lire. Mais bon, c'est lui qui crée ses histoires. Et alors c'est assez étonnant de découvrir ce personnage qui encore une fois est une véritable star dans son pays. On le voit dans le film, que ça soit dans des bidonvilles ou des villes à moitié détruites, ou alors dans les hautes montagnes avec des bergers au milieu de la neige. Tout le monde le connaît, quoi. C'est une star dans tout son pays. Bon, alors il fait des séries B, voire même plutôt des séries Z, parce qu'il n'a pas de budget, il n'a pas d'argent. C'est des films d'action avec de la romance, des trucs comme ça, avec des scènes chantées aussi, ça. Et alors
Nothing Wood, le titre, c'est le sous-titre, c'est ni Bollywood ni Hollywood, Nothing Wood. C'est lui qui le dit, Salim Shaheen, il dit son cinéma c'est Nothing Wood parce qu'on n'a pas d'argent, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a, je sais pas si je l'ai dit, 111 films au compteur, donc qui tourne à un rythme stakhanoviste et qui consacre sa vie entière à sa passion. C'est une sorte, moi je te disais, il me faisait penser un peu à une sorte de Menehem Golan, mais qui a pas d'argent du tout, quoi. Et alors il y a des scènes vraiment très frappantes dans le film. Induite par le sujet. Par exemple, sachant que les talibans interdisent le cinéma, normalement, il y a un taliban qui témoigne à couvert, masqué, pour dire qu'il adore les films de Salim Shaheen. Il y a même un personnage, un de ses acteurs, qui est une star aussi, que les gens reconnaissent dans les villages et tout, qui est un père de famille, qui est marié, qui a des enfants, mais qui se travestit, qui est très efféminé. Et alors, à un moment, il y a une scène étonnante dans un village où il y a un Afghan qui, on imagine, proche des talibans, qui le regarde vraiment avec une sale gueule. Et l'autre, il lui dit calme-toi, c'est juste de la fiction et tout. Et ce personnage-là, donc c'est étonnant de le voir comme ça jouer ses scènes au milieu des villageois qui l'applaudissent et tout. Donc ça donne déjà une image de l'Afghanistan qu'on perçoit peut-être pas forcément en Occident, où on résume en gros ça aux talibans et à la guerre. C'est un film très festif, très enjoué, où on rigole beaucoup, vu la nature du personnage. C'est un gros marchand de tapis qui entourloupe les gens. Par exemple, dès qu'il arrive dans un village, enfin à un moment il est dans un village, il dit oh là là, je suis né, ma mère est née ici, ça me fait bizarre de tourner ici. Et là, il y a un assistant qui dit à la réalisatrice oui, bon, il a une mère dans chaque village quasiment où on tourne, quoi. Bref, voilà, c'est vraiment le seul petit peut-être regret, c'est que je pense que la réalisatrice qui vient de France Culture, des Cahiers du cinéma, de ça, elle regarde ça de manière un peu trop détachée. Il aurait fallu peut-être un réalisateur ou une réalisatrice un peu plus punk, un peu plus en accord avec la folie du personnage. Je pense que ça aurait peut-être un petit peu gagné en implication pour le spectateur, mais tel quel, c'est déjà passionnant de découvrir ce personnage qu'on ne connaissait pas forcément. Voilà. D'accord, alors les documentaires, Hugo, toi aussi t'en as vu, tu nous avais... Ça sort en salle. Ça sort en salle et on ne connaît pas encore la date. Si, je crois, ça sort en salle le mois prochain, il me semble. On va essayer de retrouver. Hugo, toi aussi, tu as vu des documentaires. Tu nous as déjà parlé du film d'Agnès Varda et de JR, qui n'était pas forcément un gros coup de cœur, mais tu as vu derrière 12 jours de Raymond Depardon, et ça t'a plus intéressé. Qui est un peu le pape du documentaire à la française et qu'on connaît depuis longtemps. Et donc là, son nouveau film, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. En fait, les 12 jours, ça correspond à... c'est pour les internés de force, en fait, pour danger imminent pour eux, pour les autres, en fait. Et 12 jours, ça correspond au laps de temps durant lequel ils doivent rencontrer un juge pour valider la procédure. Et en fait, Depardon a posé ses caméras dans des salles où justement le juge rencontre ses patients. Et donc on a une vision un peu d'ensemble de tous les genres de cas qu'on peut trouver en cas de danger imminent. Donc ça va d'une personne qui est en dépression parce qu'elle est harcelée au travail, ça va à la personne qui a fait une tentative de suicide et qui dit explicitement qu'elle va retenter de se suicider dès qu'elle va sortir. Et donc on a face à ces gens-là des juges qui on sent qu'ils sont habitués à voir ce genre de cas et donc ils sont totalement impassibles et voilà. Et en fait, il y a surtout beaucoup de cas très grave en fait, de gens qui sont limite terrifiants, qui tiennent des propos totalement incohérents et je pense notamment à un cas qui dit que son père, qu'il faut dire à son père qu'il est là parce qu'il s'inquiète et tout, et en fait on apprend après qu'il a tué son père 10 ans avant et oui. Ou alors un mec qui dit mes voisins ils sont dans une secte, du coup je suis allé chez eux, je leur ai volé leur calache et je l'ai mis en haut de mon armoire, et en fait donc c'est le mec qui avait une calache chez lui, et en fait c'est un cas de schizophrénie. Et en fait le dispositif de Depardon très très épuré, très avec 2 caméras en champ contre champ, fait que on est vraiment face à la folie. Et c'est vraiment ça qui est fort chez Depardon, c'est que c'est pas vraiment dans la mise en scène, enfin c'est dans la mise en scène, mais c'est plus dans le choix des cas qu'on ait une vision d'ensemble du truc. Et donc du coup c'est
Il a toujours une capacité à révéler la vraie nature des gens, et j'imagine avec ce type de personnage. Exactement, c'est édifiant comme toujours chez Depardon. Donc ça sort en novembre, je crois. Donc, on a vu des documentaires, on n'a pas vu énormément de films d'animation, mais Arnaud, toi, t'as vu Zombilenium, qui est un film d'animation français. Tout à fait, ouais, Zombilenium. Alors c'est un film co-réalisé par Arthur Depince et Alexis Ducor. Je pense que beaucoup de gens, en tout cas parmi ceux qui s'intéressent à l'animation, attendaient l'arrivée d'Arthur Depince dans le domaine du long métrage, parce que c'est quelqu'un qui avait fait sensation au début des années 2000, déjà en 2003. On l'avait beaucoup vu à Annecy, à Imagina à l'époque, avec un court métrage qui s'appelait La Révolution des crabes et qui était vraiment étonnant, bourré d'idées, drôle, inventif. Et depuis, donc, il n'avait pas encore réalisé de long métrage. Et là, en fait, dans l'intervalle, il s'est mis à la BD. Il a fait une BD qui s'appelait Zombilenium, et en voici donc l'adaptation sous forme de long métrage. En gros, c'est l'histoire d'un père avec sa fille qui vont dans un parc d'attractions, ça se passe dans le nord de la France, qui vont dans un parc d'attractions consacré aux monstres, aux zombies, aux vampires, tout ça. Sauf que la particularité de ce parc d'attractions, c'est qu'il y a des vrais monstres dedans. C'est leur travail, ils vivent cachés dans ce parc d'attractions, et ils font peur aux touristes, quoi. Et alors évidemment, l'arrivée de la gamine dans ce parc, je ne veux pas en dire plus, mais va déclencher une série d'événements qui vont remettre en cause son bon fonctionnement. Voilà. Alors c'est un dessin animé assez atypique, tant visuellement que dans les thématiques qu'il développe. C'est un film de vrais passionnés de monstres, je pense. Dans le discours qui tient, c'est souvent assez touchant et assez érudit aussi. À certains moments, on peut peut-être penser à l'Hôtel Transylvania mince, j'ai un trou là, le génie de l'animation là. Je l'ai pas. De Genndy Tartakovsky, pardon. Ouais. Et sauf qu'au Hôtel Transylvania, moi, je trouvais que c'était justement un petit peu un faux pas pour quelqu'un comme Tartakovsky, qui avait fait des chefs-d'œuvre comme notamment Samurai Jack. Et là, donc, c'est nettement moins, on va dire, racoleur, parce qu'il y avait des moments assez racoleurs et gênants dans Hôtel Transylvania. Là, ça va jusqu'au bout, ça développe ses thèses, en même temps lié avec l'histoire du pays, le Nord, les mineurs, tout ça. Il y a plein de trucs, ça brasse beaucoup de choses. Et je pense que ça manquait peut-être un tout petit peu de budget, s'il y a peut-être un petit défaut, parce qu'il y a certains moments où ça manque un peu d'ampleur graphique à l'écran, quoi, que semblait appeler le traitement de certaines scènes, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu assez. Mais voilà, ça aussi, ça sort bientôt en salle, je crois. Et c'est vraiment à voir Zombilenium, un film d'animation français original. Alors on a encore quelques recos à faire. D'ailleurs, je vais me lancer dans l'arène, parce que moi, il y a aussi un film dont je voulais parler. C'est un premier film russe qui a été montré à un certain regard et qui s'appelle Tesnota, une vie à l'étroit, qui est réalisé par un jeune mec de 26 ans qui s'appelle Kantemir Balagov, et qui est un cinéma qui n'est pas forcément le genre de cinéma qui remplit le plus les salles, et que je dirais qui est dans la veine des frères Dardenne, voire de Robert Bresson. Là, je vous ai pas encore vendu du rêve, mais qui est traité, je trouve, avec déjà beaucoup plus de chaleur et de sensualité, notamment grâce à une trouvaille incroyable qui est son actrice principale, dont c'est aussi le premier film, et qui est une jeune actrice qui s'appelle Daria Zovner, et qui, à mon sens, a réussi à dégager quelque chose d'incroyable dans le film, qui a un parti pris qui peut être discutable, mais qui, je trouve, est très bien tenu pendant tout le film, qui est de filmer entièrement en plan rapproché dans des espaces très réduits, qui crée du coup un sentiment presque de claustrophobie. On a l'impression pendant tout le film d'être serré, d'être oppressé, et du coup de partager le désir d'émancipation de l'actrice principale. Et ça se passe en plus dans un décor que moi j'avais jamais trop vu au cinéma. Ça se passe à la fin des années 90 au Nord-Caucase, en Russie, pas très loin de la Tchétchénie, et dans une petite communauté juive qui vit entourée d'une population plutôt musulmane, et qui a un certain nombre de codes. Et en fait, au début du film, il y a des fiançailles, hein, et les deux fiancés se font kidnapper,
Et les ravisseurs vont demander une rançon, et le film va raconter l'histoire donc de la sœur du fiancé, qui, à cause de cette histoire, en fait, va se retrouver encore plus happée par la communauté et la famille dont elle essaye de s'émanciper, justement pour pouvoir sauver son frère, etc. Et le tout est très bien tenu. C'est des enjeux très limpides, très clairs. Il y a plusieurs étapes dans le film, et puis il y a un sens de la composition, je trouve, de la lumière, travail sur les couleurs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont beaucoup impressionné, et j'ai hâte de voir ce que ce jeune type qui a été à l'école de cinéma d'Alexandre Sokourov va faire à l'avenir. Des trouvailles des premiers films, on en a vu ailleurs aussi à un certain regard, notamment il y a un premier film algérien dont tu voulais parler, Lucille. Ouais, qui s'appelle En attendant les hirondelles, qui est un premier film de Karim Moussaoui, qui est un lauréat de la Ciné Fondation. Et honnêtement, j'ai été voir quasiment tout un certain regard. Il me manque un film des 18 films, donc j'ai à peu près tout vu. Le mien, là, le test notage, justement. Je suis un peu vénère. Mais du coup, j'attendais, j'y suis allée entre deux projets, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film que j'ai trouvé extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'on est sur un portrait de l'Algérie moderne assez fort, de 3 personnages à 3 âges de la vie différents, dans des situations différentes, des personnages plus urbains, des personnages plus dans la campagne. Il y a des déplacements. C'est un film assez riche. Dans la structure, ça rappelle le film de Jazz Anke, Touch of Sin. Touch of Sin, qui était aussi un film un peu somme, un peu complètement sur la Chine moderne. Et là, on a complètement ça sur l'Algérie. C'est un film aussi qui est... alors vendu comme ça peut paraître un peu plombant, un peu social, un peu machin, et genre on s'ennuie un peu. Et en fait, le film est extrêmement vivant, avec beaucoup d'âme, avec des morceaux musicaux qui marchent très bien. Il y a même une référence à Holy Motors de Léos Carax qui est assez évidente. Le film est vraiment, mais complètement dans la modernité, hyper agréable, et ses portraits sont même assez positifs. Du coup, on se retrouve avec un film qui est pas guimauve, qui est pas trop, mais qui donne quand même envie à la fois de découvrir le cinéma et de suivre ce type qui donc a fait ce premier film qui est d'une maturité, je trouve, assez impressionnante. Au certain regard, il y a aussi un film que vous avez vu, toi Lucille et toi Arnaud, qui est un film argentin qui s'appelle Le Sommet. Ça raconte quoi ? Alors c'est un film de Santiago Mitre avec Ricardo Darín, c'est-à-dire Mitre qui a fait El Estudiante et Paolina, qui avait eu le prix de la Semaine de la Critique il y a 2-3 ans, et Ricardo Darín qui est juste le Depardieu argentin, quoi, en gros, plus ou moins, qui fait tout, qui fait du gros cinéma comme du cinéma d'auteur et qui est culte là-bas. C'est globalement le seul acteur argentin qu'on connaît un peu en France et en Europe, et du coup c'est un film sur Ricardo Darín qui fait le président d'Argentine et qui se retrouve à aller à un sommet des pays d'Amérique du Sud pour récupérer un peu le pouvoir sur le pétrole qu'ils ont sur place. C'est un truc une petite bataille entre le Brésil, le Mexique, l'Argentine, puis des pays beaucoup plus petits qui en gros n'ont pas trop voix au chapitre. Et en parallèle de ça, Ricardo Darín se retrouve avec des problèmes familiaux, puisque sa fille, un peu fragile, se retrouve mêlée à ce truc. Elle est à moitié suicidaire, elle a des soucis elle-même avec son ex-mari. On est dans un truc qui est à la fois dans la grande histoire, c'est-à-dire de plusieurs pays d'Amérique latine, et la petite histoire familiale un peu plus anecdotique, dont on sent quand même que ça forme ce personnage qui est peut-être pas aussi... En fait, lui, il est vendu comme l'homme du peuple, l'homme normal. Voilà. Dans le film, c'est l'homme normal. Et en fait, il a quand même une vraie part sombre qui est révélée par cette histoire. Oui, parce que du coup, c'est un thriller politique, mais Arnaud, tu nous disais qu'il y avait aussi un côté presque fantastique. Moi, ouais, c'est un film qui m'a vraiment dérouté, parce que c'est rare des exemples de films comme ça où on a donc un thriller politique avec une intrigue politique, en fait, tout ce que tu viens de résumer, Lucille. Et qui est brillamment mené, qui est super bien dialogué. Moi, j'ai trouvé toutes les joutes politiques entre les différents présidents des pays, ou le face-à-face avec l'envoyé américain. Il y a un Américain, c'est hyper drôle. Christian Slater a des dialogues genre sur le fait que les Américains sont toujours les méchants des autres. C'est assez rigolo. Et tout ça, c'est très bien fait. Et puis, il y a cette sous-intrigue avec la fille qui se met en place et qui est de plus en plus, à mesure qu'elle avance, traitée comme une intrigue fantastique. Je pense qu'il y a une scène, notamment à un moment d'un téléphérique, une discussion entre le père et la fille, qui est la photo est nimbée de bleu à l'écran, la musique est très inquiétante. Plus on avance dans cette histoire, et plus il semble y avoir une histoire de possession, et puis ils ont une discussion autour de la nature, de l'existence même du mal, quoi, sur la nature du mal. Et même, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai vu le poster argentin où c'est carrément, c'est un gros plan sur le visage de Ricardo Darín, mais très surexposé, comme une affiche de film d'horreur avec les yeux bleus qui ressortent, mais on a l'impression qu'il
qu'il est possédé, et puis il y a écrit en rouge par-dessus son visage, le mal existe. Donc je comprends pas en fait au bout du compte, parce qu'en fin de film, le réalisateur, je vais pas dire ce qui se passe, mais il clôture l'intrigue politique et il nous laisse totalement en plan avec l'intrigue avec la fille. On sait pas du coup si c'était de nature fantastique ou pas, et débrouillez-vous avec ça. Donc je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire au bout du compte. Alors moi, je me permets de rajouter 2 mots, ça m'a fait beaucoup penser à L'Exercice de l'État, qui est un film français de Pierre Schoeller, qui est aussi une intrigue politique, mais en France, qui est traité un peu de la même manière, c'est-à-dire hyper feutré dans les salons, avec des discussions très bonnes aussi, et qui a en parallèle de ça, pour un peu exprimer le mal, et en l'occurrence l'origine du mal chez les hommes politiques et les luttes de pouvoir, des sortes de scènes comme ça, de rêves avec des femmes nues, des alligators, et je trouve que Santiago Mitre fait un peu ce genre de film-là. C'est plus de l'ordre du symbolisme. Ça, oui, mais du coup... Là, on a l'impression qu'il y a une volonté de mélange de genres. Ouais. Et qui ne prend pas, enfin c'est pas qu'il ne prend pas, il y a juste pas de résolution. En fait, il réussit tout, mais effectivement il largue cette intrigue qu'on trouve passionnante au passage. Donc et puis c'est d'autant plus frappant, vous verrez, allez voir sur Google Images l'affiche argentine du film, quand on voit le truc on a l'impression de voir un film d'exorcisme, quoi. Moi je pense que ça reste quand même super à voir, et que Santiago Mitre est vraiment un réalisateur à suivre. C'est un mec jeune qui a fait vraiment de très bonnes choses, donc il faut le suivre. Et alors pour finir, Arnaud, toi tu as eu la chance de faire un truc dont on a parlé, je crois, dans le premier épisode. C'est l'expérience de réalité virtuelle d'Iñárritu qui s'appelle Carne y Arena. C'est tout un périple pour pouvoir y aller, pour pouvoir s'y inscrire et tout. Et tu y allais. C'est-à-dire, effectivement, alors il y a une expérience virtuelle, mais de virtualité. Mais il y a tout un dispositif autour, quoi. C'est-à-dire, effectivement, on nous donnait rendez-vous à tel endroit, on prenait une voiture, on faisait 20 minutes de voiture sans que le chauffeur nous dise où on allait. On arrivait dans le coffre. Voilà, on roulait pendant 20 minutes, et en fait, on arrivait dans un petit aérodrome à l'extérieur de la ville de Cannes. Et là, dans un gigantesque hangar où il y avait l'installation, un cube noir au milieu du hangar, avec autour des morceaux de pan de mur, des vrais morceaux de pan de mur qu'il y avait à la frontière mexicaine. Parce que donc c'est le thème de cette expérience, et on peut pas parler de cinéma, Iñárritu le dit lui-même. Le thème de cette expérience, c'est le propos, c'est de nous mettre dans la peau d'immigrés mexicains à la frontière mexicano-américaine, et donc pendant 7 minutes 30 on est immergé avec eux. Mais alors il y a un parcours comme ça, j'ai pas trop envie d'en parler sur la mise en condition et le récit après qu'il y a dans le casque. Après, je suis pas sûr que les gens qui écoutent l'émission auront l'occasion de le faire. C'est déjà chaud de le faire à Cannes. C'est exposé du 7 juin là, au 15 janvier 2018 à la Fondation Prada à Milan. Voilà, ceux qui sont en Italie, qui sont pas trop loin de l'Italie, comme c'est mon cas. Moi, je pense que je vais retourner le revoir. Après, il sera à Los Angeles. J'espère qu'un jour il atterrira et que de toute façon la VR va se démocratiser de ça et qu'on pourra y avoir accès. Mais je veux quand même, pour ceux qui vont le voir, parce que c'est vraiment le terme d'expérience est tout à fait à propos. Il faut le vivre, quoi. C'est-à-dire, parce que j'ai une question. Est-ce que avec un casque VR à la maison, on pourrait pas vivre ça, parce qu'il y a tout un truc autour Non, parce que déjà il y a le contenu, ce qu'on voit, qui est une véritable œuvre d'artiste. C'est Iñárritu, c'est son chef-op Emmanuel Lubezki, qui est un génie lui aussi. Et donc il y a un véritable travail artistique. Et dans ce travail artistique, il y a une mise en condition. Enfin bon, si vous voulez savoir, il y a par exemple, on met un sac sur le dos, on est pieds nus sur du sable, on doit enlever ses chaussures dans un sas de décompression, tout ça. Donc peu à peu, mentalement, on se met dans la position des héros, des personnages, quoi, jusqu'à ce que le décor se déploie et on regarde à 380 degrés et on est à la frontière, au crépuscule. Et c'est très étonnant parce que dès que les flics débarquent, l'hélico avec le phare, moi, le premier réflexe a été de me planquer derrière un buisson. Alors, je pense que les 2-3 personnes qui étaient dans la pièce pour nous surveiller, qu'on n'aille pas dans un mur ou des trucs comme ça, devaient être morts de rire à nous voir faire n'importe quoi dans le vide comme ça, quoi. Mais toujours est-il que donc c'est une véritable expérience de narration. C'est pas juste un truc pour faire mumuse, quoi. Qui avait une visée aussi. Il y a, après le spectacle virtuel, il y a aussi un sas de décompression, on va dire, où Iñárritu a préparé une sorte de petite mise en scène avec des photos pour qu'on revienne à la réalité progressivement. Donc voilà, j'avais déjà fait de la VR moi avant.
mais jamais comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est la différence entre là où on voit qu'il y a un homme d'image, un vrai narrateur visuel qui s'en est emparé, et c'est bluffant, je veux dire, le moment où on enlève le casque et qu'on revient à la réalité, y a des gens qui m'ont dit quand même, mais 6 minutes 30, c'est très court. Par exemple, les gens qui effectivement se disent, bon, je tenterais bien le voyage à la Fondation Prada, mais prendre la bagnole pour faire, je sais pas combien de centaines de kilomètres pour 6 minutes 30, moi je pense que ça les vaut, parce que c'est quand même une date dans l'histoire de la narration, tout simplement. Je veux dire, pour dire rapido, des grottes de Lascaux au cinéma au XXe siècle, en passant par la peinture, on a toujours été face à une représentation à plat, en face de nous, avec un cadre. Après, souvent dans la peinture, le cinéma, tout ça. Là maintenant, c'est pas juste une révolution, c'est un changement de paradigme, vraiment. C'est-à-dire, on se retrouve au centre de l'image, quoi, dedans. C'est du jamais vu auparavant. Et donc, pour répondre à ces gens qui me disent 6 minutes 30 c'est court, personnellement, moi j'ai eu l'impression que c'était comme un rêve, quoi. C'est-à-dire, on perd la notion du temps. J'ai pas eu de frustration à la conclusion du truc en me disant c'était trop court. C'est pas comme un manège en fait du tout, où on se dit c'était trop court. C'est vraiment, on a l'impression d'émerger d'un rêve, de repenser à plein de trucs qu'on a ressentis. C'est très très fort. Si vous avez l'occasion d'aller à Milan ou à Los Angeles l'an prochain en 2018, n'hésitez pas, ça vaut largement le détour. Et voilà, donc c'est fini pour Séance Radio spécial Cannes 2017. On finit, on est déjà dans le futur, hein, comme vous avez pu le voir. Et oui, pardon, Arnaud, tu voulais aussi nous parler d'un film coréen. Rapido, alors, parce qu'on a presque fini. Parce que c'est fini. Ouais, sans pitié, d'autant plus qu'il sort le 28 juin, le mois prochain. Donc peut-être on pourra en reparler à Paris, les copains pourront en reparler dans nos cinés. Mais alors moi, je crois que c'est un 3e film, j'avais pas vu ces films précédents au réel, qui s'appelle Byun Sung Yoon. Mais en gros, c'est assez classique, hein, une histoire d'amitié et de trahison entre un caïd et un flic undercover, là, introduit dans la mafia, mais ça dure 2 heures à peu près, et le gros avantage du film en fait, c'est sa narration éclatée. On n'a pas beaucoup parlé de Tarantino, mais moi ça m'a pas frappé parce que c'est beaucoup plus ample, ça se passe sur 1 an, et alors il y a plein de choses trappes comme ça, de retour en arrière, qui permettent de voir les événements d'une autre manière, mais surtout, et c'est ça la force du film, je pense, en ne perdant jamais de vue l'identification émotionnelle, quoi. Et du coup, si on arrive à suivre totalement en s'identifiant au personnage, et ça devient un moment vraiment très impliquant. C'est vraiment étonnant comme film. D'accord. Sans pitié, qui sort très bientôt, le 28 juin. Bientôt en salle. Voilà, bon, donc là cette fois c'est vraiment terminé. C'était Séance Radio spécial Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio, et vous pouvez réécouter tous les épisodes depuis le début pour revivre en boucle cet incroyable 70e festival de Cannes en notre compagnie. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce podcast, et puis peut-être à l'année prochaine. Au revoir. Salut. 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 Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?